Est-ce que ça t'arrive parfois? Tu te réveilles un matin et tu n'es pas vraiment triste, mais tu n'es pas bien non plus. Tu continues à avancer, tu fais ce qu'il faut faire, tu réponds aux messages, tu accomplis tes tâches, tu produis, tu fonctionnes. Mais à l'intérieur, il y a cette question qui revient sans cesse, silencieusement. Pourquoi je fais tout ça? À quoi ça rime vraiment? On croit souvent qu'on cherche le sens de la vie, cette grande réponse philosophique qui va tout expliquer. Mais si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, ce qu'on cherche, c'est pas une vérité absolue gravée dans le marbre. Ce qu'on cherche, c'est du soulagement, une direction claire, une façon de vivre qui ne ressemble pas à une course sans ligne d'arrivée. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège plus de fois que je peux compter. À tourner en rond autour de questions énormes, me perdre dans des réflexions sans fin, comme si le simple fait de penser davantage allait miraculeusement me sauver. Et puis, avec le temps, j'ai compris quelque chose. Quelque chose de simple, mais qui change absolument tout. Face à ces grandes questions existentielles, l'important n'est pas de trouver la réponse parfaite. L'important, c'est de changer complètement l'angle depuis lequel on regarde notre existence. Et il y a des endroits dans ce monde où cette façon de voir les choses n'est pas juste une théorie. C'est une pratique quotidienne, ancrée dans chaque geste du quotidien. Il existe des cultures qui ne séparent jamais la philosophie de la vie de tous les jours. Elles ne la gardent pas enfermée dans des livres poussiéreux ou réservés aux intellectuels dans des universités. Non, ils la transforment en habitude. Elles la transforment en geste. Elles la transforment en manière de marcher à travers la journée. Et ça, c'est fascinant parce que ça prouve quelque chose qu'on oublie souvent en Occident. La sagesse n'est pas abstraite, elle est profondément pratique. Pense à ta vie en ce moment. Combien de fois tu te sens dépassé non pas par de grandes tragédies, mais simplement par l'accumulation de petites choses mal gérées? Le stress qui s'installe progressivement, l'épuisement qui devient normal, ce sentiment constant d'être à côté de sa propre existence. On cherche alors des solutions rapides, un week-end de détox, un nouveau livre de développement personnel, une application de méditation, un changement radical de vie. Mais très souvent, ces solutions ne tiennent pas. Pourquoi? Parce qu'on essaie de réparer les symptômes sans jamais regarder la structure profonde de notre façon de vivre. Il y a cette idée en Occident qu'on doit toujours viser plus haut, aller plus vite, accomplir davantage. Le succès se mesure en résultats spectaculaires, en transformations radicales, en avant-après impressionnants. On valorise l'intensité, la performance, l'ambition sans limite. Et pendant ce temps, on s'épuise complètement. On brûle nos ressources internes comme si elles étaient infinies. On traite notre corps comme une machine qui doit juste continuer à produire. On néglige nos relations comme si elles allaient toujours être là sans qu'on y prête attention. On consomme notre temps comme s'il n'avait aucune valeur réelle. Maintenant, imagine une approche complètement différente. Une approche où le but n'est pas d'accumuler toujours plus, mais de vivre avec plus de clarté. Où la réussite ne se mesure pas en conquêtes extérieures, mais en équilibre intérieur. Où chaque petit geste du quotidien est considéré comme important, pas pour ce qu'il produit, mais pour ce qu'il cultive en nous. Cette approche existe. Elle a été développée, raffinée, transmise à travers des générations dans certaines cultures. Et le plus intéressant, c'est qu'elle n'est pas basée sur des théories complexes ou des concepts inaccessibles. Elle est basée sur des habitudes simples, tellement simples qu'on pourrait les manquer si on ne fait pas attention. Ces habitudes ne sont pas des règles rigides qu'il faut suivre aveuglément. Ce sont des principes souples qui peuvent être adaptés à chaque vie, à chaque contexte, à chaque personne. Et elles ne promettent pas le bonheur permanent parce que ce serait un mensonge. Mais elles offrent quelque chose de beaucoup plus précieux, une façon de naviguer l'existence qui crée moins de friction, moins de conflits internes, moins de gaspillage d'énergie sur ce qui ne compte pas vraiment. Tu vois, le problème fondamental, ce n'est pas qu'on ne sait pas comment vivre. On a accès à plus d'informations sur le bien-être, la santé, l'équilibre de vie qu'aucune génération avant nous. Le problème, c'est qu'on sait beaucoup de choses,
mais qu'on pratique très peu. On accumule des connaissances sans jamais les transformer en expériences vécues. On lit des livres sur la sérénité pendant qu'on stresse pour 20 trucs différents. On regarde des vidéos sur l'importance de ralentir pendant qu'on court d'une obligation à l'autre sans jamais respirer. Ce qu'il nous manque, ce n'est pas plus d'informations. C'est une structure quotidienne qui soutienne naturellement une vie plus calme. Des gestes répétés qui ancrent progressivement une autre façon d'être au monde. Une relation différente avec le temps, avec les autres, avec nous-mêmes, avec ce qu'on fait chaque jour. Et c'est exactement là que ces principes deviennent puissants, non pas comme un idéal lointain à atteindre, mais comme des outils concrets qu'on peut intégrer dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de romantiser une culture différente, de croire naïvement que tout est parfait ailleurs. Il s'agit d'étudier honnêtement ce qui fonctionne, ce qui a fait ses preuves à travers le temps, ce qui aide vraiment les gens à vivre mieux, plus longtemps, avec plus de sens. Et ensuite de prendre ce qui résonne avec nous, ce qui peut s'adapter à notre réalité et de le faire nôtre. Pas par imitation servile, mais par appropriation intelligente. Alors maintenant, laisse-moi te dire exactement de quoi on va parler. Il existe 8 habitudes, 8 pratiques quotidiennes qui viennent d'une sagesse ancestrale japonaise et qui ont le pouvoir de transformer complètement la qualité de ton existence. Pas en théorie, pas en philosophie abstraite, mais dans la réalité concrète de tes journées. Ces 8 habitudes touchent à des aspects fondamentaux de la vie humaine. Comment on se relie aux autres, comment on gère notre énergie vitale, comment on traite chaque action qu'on accomplit, comment on se nourrit, comment on progresse, comment on valorise ce qu'on a, comment on trouve du sens et comment on cultive la reconnaissance. Et ce qui est extraordinaire avec ces pratiques, c'est qu'elles ne viennent pas d'un gourou moderne qui a tout inventé la semaine dernière. Elles viennent de régions du Japon où les gens vivent non seulement plus longtemps que partout ailleurs dans le monde, mais surtout vivent mieux, avec plus de lucidité, plus de mobilité, plus de liens sociaux, plus de sens jusqu'à un âge très avancé. Ce ne sont pas des accidents génétiques, ce sont les résultats directs d'une façon de vivre qui a été perfectionnée à travers des siècles. Je ne vais pas te les présenter comme une recette magique à suivre à la lettre. Je vais te les partager comme des invitations, comme des portes que tu peux choisir d'ouvrir ou pas. Prends ce qui te parle, laisse le reste, adapte selon ta réalité. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de devenir une meilleure version de toi-même en changeant quelques petites choses dans ta manière quotidienne de vivre. Il y a une expression qu'on entend souvent dans certaines régions tranquilles du Japon, particulièrement à Okinawa, cette zone connue pour avoir une concentration exceptionnelle de centenaires en pleine santé. L'expression, c'est Ichariba Shode, et sa signification est à la fois simple et profondément transformatrice. Traite chaque personne que tu rencontres comme si c'était ta famille, même si tu la vois pour la première fois. Quand tu observes la vie dans ces communautés, il y a quelque chose qui frappe immédiatement. Les gens ne vivent pas isolés dans leurs bulles individuelles. Ils ne se comprennent pas comme des atomes séparés qui doivent se débrouiller seuls. Ils se comprennent comme les parties d'un tout, comme les membres d'un organisme collectif où chacun a sa place et sa fonction. Et attention, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du romantisme béat. C'est une façon très concrète d'organiser la vie quotidienne. À Okinawa, le sentiment d'appartenance à une communauté n'est pas un concept philosophique qu'on discute le dimanche. C'est une pratique de tous les jours. S'entraider mutuellement, partager les tâches communes, prendre soin des personnes âgées, être présent dans la vie des autres de manière régulière et tangible. Cette habitude est profondément liée à un autre principe local qu'on appelle le Yuimaru. La coopération, le travail d'équipe, l'aide mutuelle comme fondement de la vie sociale. Et ici, il y a quelque chose de crucial à comprendre. Et on cherche souvent le bien-être uniquement dans des pratiques individuelles. Mieux manger, faire du sport, méditer, dormir suffisamment. Tout ça, c'est important, évidemment. Mais on oublie quelque chose d'absolument essentiel.
L'être humain ne guérit pas tout seul. La solitude prolongée, ce sentiment de ne pas vraiment appartenir quelque part, de devoir tout porter sur ses propres épaules sans jamais pouvoir compter sur personne, ça finit par user même le corps le plus fort, même l'esprit le plus résilient. C'est prouvé, scientifiquement maintenant. L'isolement social a un impact sur la santé comparable au tabagisme ou à l'obésité. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité physiologique. Dans ces communautés d'Okinawa, la longévité exceptionnelle ne s'explique pas uniquement par ce qu'ils mangent ou par combien ils marchent chaque jour. Elle s'explique aussi, et peut-être surtout, par ce tissu invisible mais solide de relations humaines authentiques. Savoir que quelqu'un t'attend quelque part, que quelqu'un compte sur toi, que tu n'es pas un étranger dans ton propre environnement. Ça change tout au niveau de ta biochimie interne, de ton niveau de stress, de ta capacité à faire face aux difficultés. Ishari Bashod nous rappelle quelque chose qu'en Occident on a progressivement oublié avec notre culte de l'individualisme. Bien vivre, ce n'est pas réussir à tout faire seul pour prouver qu'on est fort et indépendant. Bien vivre, c'est sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi, sans pour autant perdre son individualité. Et ce n'est pas devenir dépendant, c'est apprendre à être vraiment connecté. Et peut-être que dans un monde qui pousse constamment vers l'isolement, vers la compétition plutôt que la coopération, vers le chacun pour soi plutôt que le ensemble on est plus fort, récupérer cette habitude de traiter les autres avec cette chaleur fraternelle immédiate, c'est l'un des actes les plus silencieux et les plus puissants qu'on puisse poser pour créer une vie vraiment plus apaisée. Il y a quelque chose de révélateur dans la façon dont on demande « Comment tu vas ?» au Japon. On ne demande pas d'abord si tu es content ou triste, si tout va bien dans ta tête. La question qui revient le plus souvent, c'est « Tu es Genki ?» Et ce qui est demandé en réalité, ce n'est pas ton humeur du moment, c'est l'état de ton énergie vitale. Et le mot Genki combine deux concepts profonds. Gen renvoie à l'origine, à la source première, Ki désigne cette énergie qui nous anime, qui nous fait bouger, qui nous maintient en vie. Quand quelqu'un dit qu'il est Genki, il ne dit pas simplement « ça va bien ». Il dit que son énergie est en équilibre, que son corps, son esprit et son environnement ne sont pas en guerre les uns contre les autres. Et quand une personne n'est pas Genki, la réaction n'est pas immédiatement de supposer qu'elle est défectueuse, qu'elle a un problème psychologique, qu'elle devrait se ressaisir. Non, on comprend que son énergie a été perturbée, déséquilibrée, et qu'elle a besoin d'être restaurée, soignée, réharmonisée. Cette nuance change radicalement la façon dont on se regarde soi-même, parce que ça nous rappelle qu'on ne vit pas isolé dans notre tête et coupé du monde extérieur. On est profondément, constamment influencé par tout ce qui nous entoure. Pas seulement par ce qu'on mange, même si c'est important, mais par les personnes avec qui on passe du temps, par les espaces qu'on habite, par le rythme qu'on impose à nos journées, par les exigences qu'on a normalisées et qui peut-être ne devraient pas être normales du tout. Prendre soin de son état Genki, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de spirituellement compliqué. C'est extrêmement pratique. C'est remarquer quand un certain lieu te draine systématiquement. C'est reconnaître quand une conversation spécifique te laisse épuisé, même si elle ne dure que 10 minutes. C'est identifier quand une routine particulière te prend beaucoup plus qu'elle ne te donne. C'est même observer quand tes propres pensées deviennent un bruit constant qui te bouffe toute ton énergie mentale. Ça nous arrive à tous. Il y a des moments où on sent que notre énergie est dispersée partout, comme si quelque chose à l'intérieur était complètement désordonné. Genki ne nous demande pas d'être toujours au top, de forcer la positivité, de faire semblant que tout est parfait. Il nous invite juste à nous arrêter régulièrement et à nous poser une question vraiment honnête. Qu'est-ce qui affecte mon énergie en ce moment précis ? Parfois, la réponse est dans le corps, le repos qu'on se refuse, le mouvement dont on a besoin mais qu'on ne s'autorise pas. Parfois, c'est dans le silence qu'on évite constamment parce qu'il nous fait peur. Parfois, c'est dans les limites qu'on ne pose jamais avec les autres ou avec nous-mêmes. Et prendre soin de notre énergie vitale, c'est reconnaître qu'on est à la fois intérieur et extérieur, qu'on est un système complet
où tout est relié. Et qu'une vie plus tranquille commence exactement au moment où on arrête d'ignorer ces signaux subtils que notre corps et notre esprit nous envoient pour nous dire qu'il y a quelque chose qui mérite notre attention. Il y a quelque chose qui surprend énormément les gens qui visitent le Japon pour la première fois. Dans beaucoup d'endroits, si tu essayes de laisser un pourboire, non seulement on ne l'accepte pas, mais ça peut même être perçu comme une forme de manque de respect. Et derrière ce geste qui peut sembler étrange pour un esprit occidental, il y a toute une philosophie appelée omotenashi. On traduit généralement omotenashi par hospitalité. Mais cette traduction est vraiment insuffisante. Elle passe complètement à côté de l'essentiel. Ce n'est pas juste bien recevoir quelqu'un. C'est offrir le meilleur de soi-même sans rien attendre en retour, sans calcul, sans transaction cachée. Cette forme d'hospitalité repose sur 3 piliers silencieux mais solides: l'harmonie, la dévotion et la qualité. On ne fait pas quelque chose correctement pour être reconnu, pour recevoir des compliments, pour gagner quelque chose après. On le fait parce qu'il y a un engagement intérieur profond envers l'excellence dans tout ce qu'on entreprend. Et ici apparaît une idée vraiment puissante. Omotenashi n'est pas seulement une manière de traiter les autres, c'est une manière d'habiter chaque action de ta vie. Vienne depuis la façon dont tu accueilles quelqu'un chez toi jusqu'à la manière dont tu salues un collègue. Depuis la qualité d'écoute que tu offres dans une conversation jusqu'à la façon dont tu accomplis ton travail. Depuis le message que tu écris jusqu'à la tâche apparemment insignifiante que personne ne remarquera jamais. Tout compte. Pas depuis la perfection, qui est souvent juste une exigence impossible et toxique, mais depuis l'excellence. Faire les choses avec présence, avec soin, avec attention aux détails. Il y a une phrase qui résume parfaitement cet esprit. Comme tu fais une chose, tu fais toutes les choses. Quand on vit selon ce principe, la vie arrête de se sentir fragmentée et schizophrénique. Il n'y a plus ce moi professionnel d'un côté et ce moi personnel complètement déconnecté de l'autre. Il y a de la cohérence, de l'intégrité dans le sens premier du terme, être entier. Imagine comment ton expérience quotidienne changerait si chaque geste, même le plus banal et routinier, était imprégné de cet esprit d'omotenashi. Pas par obligation, pas pour impressionner qui que ce soit, mais simplement pour le plaisir profond de faire les choses bien. Il y a une satisfaction unique qui vient de ça, une forme de fierté tranquille qui ne dépend d'aucune validation externe. Omotenashi nous enseigne que la tranquillité d'esprit ne naît pas uniquement du repos et de la déconnexion. Elle naît aussi de la qualité avec laquelle on vit ce qu'on fait, de l'attention qu'on porte à nos actions. Et quand on arrête de courir dans tous les sens en mode automatique et qu'on commence vraiment à être présent dans ce qu'on accomplit, quelque chose s'organise à l'intérieur. Et un ordre intérieur se crée progressivement. Il existe une expression toute simple qui révèle une relation complètement différente avec le corps et avec le désir. Hara Hashibu. Sa signification est claire et directe. Mange jusqu'à être satisfait à 80%, pas plus. Pas jusqu'à être complètement rempli, pas jusqu'à ne plus pouvoir bouger, pas jusqu'à t'anesthésier, juste jusqu'au point où c'est suffisant. Cette habitude est intimement liée à ce qu'on appelle les zones bleues, ces endroits rares dans le monde où les gens vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne mondiale. Et surtout, avec une qualité de vie maintenue jusqu'à un âge très avancé. Okinawa est l'une de ces zones bleues. Pendant des années, les chercheurs se sont demandé pourquoi ces communautés atteignent des âges aussi avancés tout en gardant leur lucidité mentale, de leur mobilité physique, leur bien-être général. Et la réponse n'a jamais été un seul facteur magique. Ce n'était pas juste ce qu'ils mangeaient, même si leur alimentation est effectivement différente. Ce n'était pas juste qu'ils bougeaient plus, même si effectivement ils restent actifs. Ce n'était pas juste la génétique, même si elle joue un rôle. C'était une combinaison de petites habitudes simples, répétées avec constance sur des décennies. Hara Hashibu est l'une de ces habitudes fondamentales. Mais ce principe ne parle pas seulement de nourriture.
Il parle de quelque chose de beaucoup plus profond, la connaissance de soi, la capacité d'écouter son corps avant qu'il soit obligé de crier, la reconnaissance de ce qui est suffisant dans une culture qui nous pousse constamment vers l'excès en tout. Combien de fois on mange plus, et non pas parce que le corps en a besoin, mais parce qu'on cherche à calmer une anxiété, à remplir un vide émotionnel, à se déconnecter du stress de la journée. La nourriture devient alors un médicament, une béquille, une évasion. Hara Ashibu nous invite à faire une pause, à observer, à nous demander honnêtement « Ce que je suis en train de faire là, c'est de la nutrition ou c'est de la compensation ?» Ce n'est pas une question de restriction rigide et punitive. Ce n'est pas du contrôle obsessionnel où on compte chaque calorie avec angoisse. C'est une question de mesure, d'équilibre, de respect pour les signaux que le corps nous envoie. Et ça demande quelque chose qu'on a presque perdu dans notre société moderne. La capacité de s'arrêter volontairement avant d'atteindre le maximum, la sagesse de reconnaître qu'assez c'est assez. Il y a une croyance très répandue qui nous fait du mal sans qu'on s'en rende vraiment compte. L'idée que les grands changements arrivent seulement quand on fait quelque chose de radical et spectaculaire. Tout changer d'un coup, faire table rase du passé, opérer un virage à 180 degrés. Mais il existe un autre chemin, beaucoup plus silencieux et infiniment plus durable. Ce chemin s'appelle Kaizen. Kaizen unit deux mots japonais, Kai qui signifie changement et Zen qui signifie bon ou meilleur. Mais Kaizen ne parle pas de transformations dramatiques qui font des belles histoires sur les réseaux sociaux. Il parle d'amélioration continue, petite, quotidienne, presque imperceptible. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était complètement dévasté. Pas de ressources, pas d'infrastructures et aucune marge pour faire de grands paris risqués. Et c'est précisément dans ce contexte de contraintes extrêmes que cette philosophie a pris toute son ampleur. La question n'était pas comment on reconstruit tout d'un seul coup, mais quelque chose de beaucoup plus humble et réaliste. Qu'est-ce que je peux améliorer d'1% aujourd'hui ? Un geste minuscule, une décision minimale, un ajustement tellement petit qu'il est presque invisible. Mais répété chaque jour, accumulé sur des semaines, des mois, des années. Kaizen nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature du changement réel. Ce n'est pas l'intensité qui transforme une vie, c'est la constance. Quand on vise des changements radicaux, on a souvent beaucoup d'énergie au début. On démarre sur les chapeaux de roue, on est super motivé, on y croit à fond, et puis très rapidement, on s'épuise. L'enthousiasme retombe, la réalité nous rattrape, et on abandonne. On retombe exactement là où on était avant, parfois même plus découragé qu'au départ. En revanche, quand on améliore juste un tout petit peu chaque jour, le progrès devient quasiment invisible au quotidien. On ne voit pas de différence d'un jour à l'autre. Mais un jour, on regarde en arrière et on réalise le chemin parcouru. On voit la distance qu'on a couverte simplement en avançant un pas à la fois, sans jamais s'arrêter. Kaizen n'exige pas une motivation permanente, parce que la motivation va et vient comme la météo. Kaizen exige de la présence, être là aujourd'hui et faire ce petit truc, même si c'est minuscule. Il ne demande pas la perfection, qui est un idéal paralysant. Il demande de l'engagement, le choix répété de continuer même quand on ne sent rien de spécial. Kaizen ne te demande pas si tu es inspiré aujourd'hui. Il te demande juste « Est-ce que tu peux être un tout petit peu meilleur qu'hier ?» Et ce meilleur ne se mesure pas forcément en accomplissement externe visible. Ça se mesure en décision interne. Un peu plus de soin dans ce que tu fais, un peu plus d'attention à ce qui compte vraiment, un peu plus d'honnêteté avec toi-même. Vivre avec Kaizen, c'est arrêter de se battre contre le temps en voulant tout de suite. C'est commencer à marcher avec le temps, à comprendre qu'une vie vraiment tranquille ne se construit pas avec des coups d'éclat héroïques qui ne durent pas. Elle se construit avec de petits pas répétés qu'on ne lâche jamais, et avec une patience active qui accumule progressivement des résultats durables. Il y a un mot qui exprime une conscience
vraiment profonde de la vie, du temps et de la valeur de ce qu'on possède. Ce mot, c'est motenai. On le traduit souvent par « quel gaspillage ». Mais en réalité, il ne parle pas uniquement d'objets ou de matériel. Il parle du respect profond pour tout ce qui nous a été donné. Le temps qui passe, l'énergie qu'on a, nos capacités, les opportunités qui se présentent. Motenai n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas un reproche dur. Ce n'est pas une exigence impitoyable. C'est de la conscience. C'est cette sensation silencieuse qui apparaît quand tu sais que tu aurais pu prendre meilleur soin de quelque chose, mieux utiliser quelque chose, honorer quelque chose qui avait de la valeur. Souvent. Le vrai épuisement ne vient pas du fait qu'on en fait trop. Il vient du fait qu'on gaspille l'essentiel. Des jours entiers vécus sans présence réelle, comme un zombie en pilote automatique. De l'énergie investie massivement dans des choses qui, au fond, ne comptent pas vraiment. Des talents qui dorment parce qu'on a peur ou parce qu'on se laisse distraire par 1000 trucs secondaires. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est parce qu'on vit déconnecté de ce qui a vraiment de l'importance. Motenai nous invite à nous arrêter et à nous poser cette question sans drame. Est-ce que j'honore ce que j'ai ? Pas en comparaison avec ce que les autres ont, pas depuis un lieu de culpabilité qui paralyse, mais depuis une responsabilité intime envers notre propre existence. Il est parce qu'il y a quelque chose de plus lourd que la fatigue physique, c'est le regret silencieux de regarder en arrière et de sentir qu'on n'était pas vraiment présent quand ça comptait, qu'on était là physiquement, mais absent mentalement et émotionnellement. Que les moments importants sont passés et qu'on était tellement dans sa tête, tellement préoccupé par des conneries, qu'on les a ratés. Ce principe ne nous pousse pas à faire toujours plus, à nous surcharger encore davantage. Il nous invite à valoriser mieux. Valoriser le temps qui s'écoule et qui ne reviendra jamais. Valoriser le corps qui aujourd'hui encore répond et nous permet de faire des choses. Valoriser les capacités qu'on a et qui sont là, disponibles, en attente d'être utilisées. Valoriser même les expériences difficiles, parce qu'elles aussi contiennent des leçons essentielles si on accepte de les regarder en face. Quand cette conscience de Motenai s'intègre vraiment, la vie ne devient pas rigide ou stressante. Elle devient attentive. Et depuis cette attention, chaque geste, même minuscule, commence à porter du sens. On arrête de vivre sur pilote automatique en gaspillant notre temps sur Terre et on commence à vivre de manière plus intentionnelle. Il y a un concept qui traverse toute cette manière de vivre et qui, d'une certaine façon, donne du sens à toutes les habitudes précédentes. Ce concept, c'est l'ikigai. On peut le traduire par « raison d'être ». Mais ce n'est pas une idée abstraite et lointaine. Ce n'est pas un grand but philosophique qu'on cherche toute sa vie sans jamais le trouver. Ce n'est pas une belle phrase à mettre sur un poster motivationnel. Ikigai, c'est ce qui fait que ta vie a une direction. Dans certaines régions d'Okinawa, les personnes âgées ne parlent jamais de prendre leur retraite, au sens où on l'entend en Occident, c'est-à-dire arrêter de vivre activement et juste attendre la fin. Non, ils parlent de continuer à participer à la vie. Ils continuent à marcher chaque jour, à s'occuper de leur petit jardin, à partager du temps avec les autres, à faire ce qui leur donne du sens chaque matin. Pour eux, l'ikigai n'est pas quelque chose qu'on découvre soudainement dans une révélation mystique. C'est quelque chose qu'on cultive progressivement, qu'on construit patiemment. Ça se trouve à l'intersection de 3 dimensions très simples. Ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon, et ce qui peut servir aux autres ou au monde. Quand ces 3 dimensions commencent à s'aligner, même partiellement, la texture de la vie change complètement. L'effort ne disparaît pas, parce que tout ce qui a de la valeur demande de l'effort. Mais il cesse de ressembler à une lutte épuisante contre soi-même. Le travail arrête d'être uniquement une obligation pénible pour payer les factures et commence à devenir une expression de qui tu es. Le temps cesse d'être quelque chose qu'on supporte en attendant les vacances et devient quelque chose qu'on habite vraiment. Ikigai
ne promet pas un bonheur constant et béat. Il promet de la cohérence. Il ne signifie pas que tous les jours seront faciles et agréables. Il signifie que même les jours vraiment difficiles auront du sens, qu'ils s'inscriront dans quelque chose de plus grand que juste survivre jusqu'à ce soir. Et il y a quelque chose d'important qu'on oublie souvent. L'ikigai n'est pas fixe pour toujours. Il change avec toi, il évolue selon tes différentes étapes de vie, il se transforme à mesure que tu te transformes. À 25 ans, ton ikigai n'est probablement pas le même qu'à 45 ou à 65 ans, et c'est complètement normal. Donc, il ne s'agit pas de s'obséder à trouver le bon ikigai parfait et définitif. Il s'agit de s'écouter honnêtement et de se demander régulièrement « Qu'est-ce qui me fait sentir vivant en ce moment ? Où est-ce que je sens que j'apporte quelque chose ? Quelle activité me connecte à quelque chose de plus grand que mon petit moi égocentré ? » L'ikigai ne s'impose pas depuis l'extérieur. Il se reconnaît depuis l'intérieur. Et quand on le reconnaît, la vie ne devient pas parfaite et sans problème, mais elle devient beaucoup plus claire dans sa direction. Il y a une dernière habitude qui ne cherche pas à améliorer ta vie en projetant vers le futur. Elle cherche à te réconcilier avec ce qui est déjà là, maintenant. Cette habitude, c'est Kancha. On traduit généralement Kancha par gratitude ou reconnaissance. Mais ce n'est pas du tout dans le sens où on l'entend souvent en développement personnel occidental. Ce n'est pas répéter des affirmations positives mécaniquement. Ce n'est pas se forcer à ressentir une émotion qu'on n'a pas. Ce n'est pas faire semblant que tout est génial quand ça ne l'est pas. Kancha, c'est quelque chose de beaucoup plus sobre et profond, reconnaître. Reconnaître qu'on est vivant maintenant, qu'on respire en ce moment même. Et que cet instant précis, avec absolument tout ce qu'il contient de bon et de difficile, ne se répétera jamais exactement de la même façon. Kancha n'ignore pas la douleur, ne nie pas les difficultés, ne prétend pas que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ce qu'il fait, c'est quelque chose de plus subtil. Il élargit le regard. Il nous rappelle que même au milieu de la fatigue, même quand tout semble lourd, il y a quelque chose qui nous soutient. Un corps qui malgré tout continue à fonctionner. Un jour de plus pour essayer de faire un peu mieux. Une opportunité d'apprendre quelque chose. Une conversation. Un geste minuscule qui est passé inaperçu mais qui était là. Pratiquer Kancha, ce n'est pas remercier uniquement pour ce qui est facile et agréable. C'est remercier pour ce qui est réel. Et pour ce qui a été simple et pour ce qui a été compliqué. Pour ce qui s'est passé, comme tu l'espérais, et pour ce qui t'a forcé à grandir malgré toi. Pour les joies évidentes et pour les leçons cachées dans les épreuves. Il y a des gens qui passent leur vie entière à courir après ce qui manque, à se focaliser obsessionnellement sur ce qu'ils n'ont pas encore. Et dans cette course permanente, ils perdent complètement la capacité de voir tout ce qui est déjà présent dans leur existence. Kancha casse ce pattern toxique. Cette pratique nous invite à nous arrêter, ne serait-ce qu'un instant dans la journée, et à reconnaître avec honnêteté « ce que j'ai maintenant a aussi de la valeur ». Pas besoin que ce soit extraordinaire, pas besoin que ce soit Instagrammable. Juste reconnaître que c'est là, que c'est réel et que ça compte. Quand cette pratique devient quotidienne, quelque chose se détend à l'intérieur. L'exigence permanente diminue. La comparaison constante avec les autres perd de sa force. La vie cesse de ressembler à une dette qu'on ne pourra jamais rembourser, à un examen qu'on est en train de rater. Kancha ne nous rend pas complaisants ou passifs, il nous rend présents. Et depuis cette présence, on prend naturellement meilleur soin de ce qu'on fait, des gens qui nous entourent et de nous-mêmes. Si tu fais attention, aucune de ces 8 habitudes ne prétend te dicter comment tu devrais vivre ta vie. Ce ne sont pas des commandements gravés dans le marbre. Ce ne sont pas des formules magiques qui garantissent le succès. Ce ne sont pas des règles rigides qu'il faut suivre aveuglément. Ce sont des manières de créer des relations différentes. Une relation différente avec les autres êtres humains. Une relation différente avec ton énergie vitale. Une relation différente avec chaque action que tu accomplis. Une relation différente avec ce que tu consommes.
une relation différente avec le temps qui passe, une relation différente avec ton sens et ta direction dans l'existence, une relation différente avec ce que tu possèdes déjà. Et peut-être que c'est exactement là que se trouve la clé de tout ça. Parce que très souvent, on ne vit pas mal par manque d'informations ou de connaissances. On a accès à tellement d'informations qu'on croule littéralement dessous. On ne vit pas mal parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait faire. Au fond, on le sait très bien. On vit mal à cause de la manière dont on se relie à tout ce qui nous entoure. Le corps qu'on traite comme une machine à qui on peut exiger n'importe quoi sans jamais l'écouter. Le travail qu'on charge d'attentes impossibles et qui devient une source de stress permanent. Le temps qu'on traite comme s'il était infini, alors qu'on sait très bien qu'il ne l'est pas. Nous-mêmes, qu'on juge avec une dureté qu'on n'appliquerait jamais à personne d'autre et qu'on soigne très peu. Ces 8 habitudes japonaises ne vont pas résoudre tous tes problèmes. Elles ne vont pas créer une vie parfaite sans difficulté. Mais elles peuvent transformer la qualité de ton expérience quotidienne si tu choisis de les intégrer progressivement, à ton rythme, selon ta réalité. Commence petit. Choisis une seule de ces habitudes, celle qui résonne le plus avec toi maintenant. Pas les 8 en même temps. Une seule. Et expérimente avec elle pendant quelques semaines. Vois ce qui change, observe comment ça se sent dans ton corps, dans ton esprit, dans ta vie concrète. Et si ça t'apporte quelque chose, si tu sens un changement réel, même minuscule, alors peut-être que tu pourras intégrer une deuxième habitude, et ainsi de suite. Pas en te forçant, pas en te mettant la pression, pas en visant la perfection, juste en marchant progressivement vers une façon de vivre qui crée moins de friction, moins de conflits internes et plus d'alignement avec ce qui compte vraiment pour toi. Parce qu'au final, vivre mieux, ce n'est pas toujours faire plus de choses. C'est vivre ce qu'on fait avec plus de conscience, plus de présence, plus d'attention. Et c'est transformer la qualité de nos gestes quotidiens plutôt que de courir après une vie complètement différente qui n'arrivera jamais. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce temps et cet espace. Parce que chercher à vivre avec plus de sens, plus de calme, plus de cohérence, ce n'est pas un luxe superflu. C'est peut-être l'acte le plus important qu'on puisse accomplir dans une vie humaine.